concernant donc ces éléments qui se répètent, une chose que j'ai vue dite par Fomenko, je suis à peu près sûr que c'est ça, c'est que cette répétition, la probabilité que ça existe, bon c'est lui qui le dit, serait, et donc ça aurait été en plus vérifié sur des dynasties ou des personnages qui le reconnaissent, qui sont avérés. Donc la probabilité que ça puisse arriver, ces coïncidences qu'ils utilisent pour dire que des personnages doivent se rejoindre, les chances seraient de 1 sur 1 milliard. Voilà, donc c'est ce qu'il dit. Donc, évidemment, là, ce sont des... Pardon ? Oui, enfin, je crois, oui, je crois, oui, c'est ça. En tout cas, si c'est 1 sur 1 milliard, c'est sûr que ça fait beaucoup. Si c'est quelque chose qui peut arriver couramment et qu'on attribue, voilà, ça peut paraître abusif, on ne sait pas. Effectivement, dans le cas d'un débat, on ne sont pas des ordinateurs, donc on peut ne pas tout savoir ou savoir et puis oublier ou pas avoir tous les détails. On peut poser des questions difficiles. Donc des ajouts peuvent être faits, éventuellement, voilà, post-production, pendant un peu de temps. Donc des exemples que je peux demander pourront être éventuellement donnés. Oui, parce que l'œuvre de Fomenko est une succession de tableaux. Ouais, exactement. Donc on va en parler. Oui. Bon, je pense qu'on a à peu près terminé sur ce point. Surtout, j'allais dire, surtout sur l'histoire de l'Angleterre. Oui. L'Angleterre, disons, l'Angleterre romaine, avec la colonisation par Brutus, etc. Non la colonisation par Brutus de l'Angleterre. Oui, c'est-à-dire, je crois que c'était Brutus qui était nommé, qui était considéré comme un des premiers Romains qui débarquaient en Angleterre, non, c'est ça? Claude? Je ne sais pas, j'ai ce nom en tête, mais je vois qu'il donne les premiers temps de l'occupation romaine, c'était en Angleterre et tout, et il donne... Paulus. Il donne... c'est possible. Il donne c'est peut-être moi qui le fais, que ce soit... comment ça s'appelle, un lapsus oculi, non, c'est ça. Après, ça n'a jamais été employé, mais c'est un truc d'œil, parce que je vois encore la page, mais il montre que l'histoire anglaise répète, dans les premiers temps, c'est-à-dire les premiers siècles, répète l'histoire byzantine. Alors ça, c'est important à voir, parce que vous avez deux tableaux, vous voyez, vous avez toujours pareil, c'est-à-dire les intervalles, voyez-vous, qui se retrouvent dans le... Alors ça, c'est facile, c'est uniquement une question de tableau. Ah bah, ce genre de document serait très intéressant à montrer, et je pense que ça va être montré. J'aimerais bien comprendre quel événement byzantin reproduit la révolte de Boudica. Oui. Oui, mais ça, écoutez, je le verrai. Mais je vous dis toujours, ce qui est à retenir, c'est la série. C'est-à-dire la série comme une suite. Je pense que c'est la suite. Je pense que c'est un petit peu quelque chose de central. C'est quelque chose de central. Je pense que c'est un nœud central quand même de la méthode dont on va parler. Pour ce récentisme-là. J'avais une question à vous poser. Ça reste toujours dans le domaine des sciences, parce que c'est quelque chose qui peut être reproché aux récentistes, quand je dis reproché entre guillemets. Donc vous-même parlez on a parlé des styles qui évoluent, qui s'abâtardissent, on ne sait pas exactement. Maintenant on peut parler rapidement des connaissances scientifiques. Voilà. Dans l'âge antique, ils ont été très très forts, et puis après, on s'est devenu très très bête. Bon, je caricature. Hein. Puis après, on a tout redécouvert. Donc ça se surprend beaucoup des gens, en particulier parce que je peux répondre aussi que je peux reprendre la thèse que vous donnez de Fomenko. Disons que je ne me prononce pas là-dessus, mais je peux la restituer. Disons que lorsqu'il y a un mouvement, ce mouvement connaît une accélération. Bon, quand il y a un point de départ quelque part, eh bien, que ce mouvement, disons, va en ligne droite. Il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas, on peut dire, comme dans le château de la Belle au Bois dormant, il n'y a pas, disons, une princesse qui s'endort, ce qui serait la raison, et qui serait réveillée ensuite par un événement qui serait le prince charmant. Ça non, ce n'est pas du tout dans ce style, et bon, c'est vrai. Maintenant, on a évidemment cette idée que la science antique, comme on nous disait, était développée, en particulier donc la réflexion par exemple de Platon sur les irrationnels par exemple était déjà un grand pas. On trouve la théorie atomique dans l'Antiquité, on trouve également dans le Timée de Platon des éléments, et c'est cela qui m'a fait un peu vaciller, des éléments du calcul probabilitaire, c'est-à-dire que de ce qu'on a appelé entre les deux guerres l'indéterminisme, voyez. Bon, c'est-à-dire qu'il y a
une part de chaos qui intervient dans la constitution du monde. C'est-à-dire qu'on dit que Platon a trouvé effectivement cette notion, et on dit aussi, je me permets de citer un de mes collègues, qui est plus âgé que moi, mais qui est mort en 2012 à Vienne, le professeur Bénédicte. Il disait il était étonnant de trouver chez Platon une notion, je dis simplement, qu'on appelle l'auto c'est soi-même, l'auto-affection du sujet, c'est-à-dire le sujet qui s'affecte lui-même, qu'on ne trouve pas du tout dans Aristote, qu'on ne trouve pas dans la scolastique avec les Victorins, Hugues de Saint-Victor, tout cela, qu'on ne trouve pas dans saint Thomas d'Aquin, mais que l'on trouve dans Kant, que l'on trouve dans la philosophie allemande. Et il donnait le texte qui est un texte du Philèbde de Platon. En effet, on ne trouve qu'un seul passage dans lequel le passage en grec est bien marqué, il s'agit bien d'une auto-affection, c'est-à-dire le sujet qui s'affecte lui-même, vous voyez, qui est à la base de l'idéalisme, si vous voulez, l'idéalisme moderne. Et en effet, il m'avait dit, c'est une exception remarquable que cet homme ait pu anticiper, on était dans son bureau de l'université de Vienne, anticiper quelque chose qui ne paraîtra que 2000 ans plus tard. Alors, bien sûr, je ne sais pas, moi, je peux vous dire que c'est un tas... Qu'est-ce qui est apparu 2000 ans plus tard? C'est-à-dire 2000 ans plus tard que dans la philosophie allemande, par exemple, dans l'idéalisme transcendantal de Kant, on trouve cette notion d'auto-affection du sujet qu'on trouve manifestée dans un dialogue de Platon qui s'appelle le Philèbde. C'est-à-dire que, pour aller plus loin... en deux mots, c'est quoi l'auto-affection du sujet? L'auto-affection du sujet, c'est qu'au lieu, par exemple, qu'un homme soit pris, comme dans les tragédies grecques, entre le fini, d'une part, et l'infini. C'est-à-dire que l'homme est fini, vous avez les deux barres qu'on appelle l'hybris ou la démesure, qui sont autour, comme vous avez une terre, par exemple, et un océan. Ça, c'est une première situation. Vous avez ceci, et vous avez dans la croix, vous avez donc le rapport entre le fini et l'infini. Dans la tragédie, on montre l'homme qui passe dans l'infini, c'est-à-dire dans l'homme qui tombe dans la démesure. Et en haut, vous avez, ça forme une croix, vous avez le haut et le bas. Monsieur Maupin sourit, le ana et le kata et l'ana, c'est-à-dire en bas et en haut, qui sont donc ce qu'on pourrait appeler une troisième dimension, ou une troisième dimension. Et il faut attendre donc une quatrième dimension, c'est-à-dire que on n'est pas le sujet, l'homme, comme un bel, n'est pas quelque chose qui est pris entre des limites en dehors de lui. Voyez, mais c'est lui-même qui, disons, pose des limites pour pouvoir les surmonter. Ça, c'est une idée qu'on trouve dans Fichte, qu'on trouve dans l'idéalisme, on ne trouve que ça qu'en Allemagne, d'ailleurs, je ne le retrouve pas ailleurs. Et dans Platon, vous avez à un moment donné un mot, ce n'est qu'un mot, c'est un participe, je crois d'ailleurs, qui dit cette auto-affection, c'est-à-dire, puisque auto signifie en grec par soi-même, voyez-vous, et c'est l'affection par soi-même ou de soi-même. C'est l'affection de soi-même, mais par soi-même, voyez-vous, la capacité que l'on a, si je puis dire, de modifier sa passivité. Je ne sais pas si vous voyez la chose. Alors ça, on peut dire, pour moi, c'était, disons, quelque chose qui était, bien sûr, une éclaircie. Mais en étudiant quand même certains documents qui sont la cosmologie de Platon, c'est-à-dire l'étude du cosmos, l'étude de l'arrangement du monde, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'image du monde, mais l'image physique. Il est certain qu'il a anticipé des notions qui impliquaient un état des recherches physiques et mathématiques assez avancé. D'accord. Alors, de là, c'est pour ça qu'on dit qu'il est étonnant que les Grecs soient arrivés à tel degré, et que pendant à peu près 15 siècles, 14 siècles, c'est ce que vous évoquiez, on n'est pas, disons, on n'est pas continué, parce que Fomenko dit, ceux qui sont autour de lui, qu'on a même régressé. Alors, il y en a qui disent, permettez-moi de dire, il y en a qui disent, non, on n'a pas régressé du point de vue religieux. Or, je suis désolé, toute la théologie chrétienne, juive et musulmane est entièrement du Platon. Ce n'est pas quelque chose qui est à partir de Platon, on ne dépasse pas du Platon. Voyez-vous ? Vous avez même dans Platon l'idée que le juste peut être crucifié. Voyez ? Bon, alors vous allez me dire, c'est Jésus-Christ. Oui, que le juste, voyez, la personne qui est juste, pour pouvoir manifester sa justice, sera crucifiée par les hommes, voyez-vous ? C'est un peu l'histoire du bouc émissaire, on peut reprendre ça. Alors, on voit, bien sûr, vous avez la fameuse formule de Pascal, mais je veux dire pour ceux qui connaissent qui avaient formation de français autrefois, vous aviez Platon pour disposer au christianisme. C'est exactement la formule, pour disposer au christianisme. La question est de savoir si Platon
n'est pas quelqu'un qui est... Antérieur. Non. Postérieur. Oui, postérieur au un corollaire du christianisme naissant. Alors, ça a été dit par Fomenko. Bon, pour moi, c'est mon idée, hein, c'est mon idée de philosophe. Comme je suis mortel, disons, même si ça fait un scandale, je mourrai avec. Mais disons que vous avez à ce moment-là, on dit, c'est pour ça que Fomenko cite l'équivalence de Platon, que j'ai lu un peu autrefois à l'école normale, à la Dune, de Platon, P-L-E-T-H-O-L, et de Platon. Et de, comment dirais-je, je voulais dire autre chose, et que naturellement, ce Platon-là serait à l'origine de l'école de Florence, parce que vous savez que l'humanisme que certains mettent, c'était Nietzsche qui le mettait en évidence, enfin disons qu'il le louait avec les papes, en y comprenant les papes, vous voyez, contre Luther et l'Allemagne. Vous avez ceux, au contraire, aujourd'hui, ça s'est bien porté dans le milieu catholique, dans le milieu chrétien, dans le milieu de rabaisser l'humanisme parce que c'est l'égoïsme humain, vous voyez. L'homme est la mesure de toute chose, mais vous avez quand même, on oublie que ce qui a été le propre de la peinture de Raphaël, le propre de l'enseignement avec Marcille Ficin, etc., à Florence, c'est l'école platonicienne. Vous ne pouvez pas expliquer une statue de Michel-Ange avec l'homme enferré sans faire allusion à Platon. Donc on peut dire qu'en tout cas, Platon a eu réellement une influence à la Renaissance, dite Renaissance, mais une influence beaucoup plus grande qu'il n'en a eu de son temps. Ah, oui, d'accord. Parce qu'on n'a pas d'art platonicien. Et vous trouvez ça suspect aussi. Est-ce qu'on demande la réponse de dire ça comme ça, mais de M. Maupin je serais ramené à... Quelle est la question? Oui, c'est ça. La question c'est, que pensez-vous de tout ce qui vient d'être dit? Non. Alors, sur la science, sur la philosophie, l'auto-réflexion, alors, la philosophie, la religion... On vous écoute. La philosophie, j'y connais pas grand-chose. Simplement, sur ce que j'avais cru comprendre était la question de départ, comment est-ce qu'on peut reculer dans le temps? On avait un savoir qu'on a perdu. Oui. Il y a un exemple assez intéressant, je crois qu'il s'appelait Héron à Alexandrie, qui avait inventé la machine à vapeur au IVe siècle avant Jésus-Christ. Oui. On n'a rien fait de la machine à vapeur jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Oui, mais à condition que Héron ait été à Alexandrie. Oui. Puis-je dire quelque chose à ce sujet, peut-être? Oui. Alors, moi, de ce que j'en ai compris de cette machine à vapeur, c'était un automate qui avait été utilisé pour du décorum, pour faire des des effets spéciaux, des choses comme ça. Ah non, Héron, même pas encore, c'est juste une sphère avec deux sorties d'air. Oui, c'est ça, pour faire joli, pour faire des effets pyrotechniques. Oui, mais il a quand même découvert la force mécanique de la vapeur et on n'en a rien fait pendant 15 siècles, 20 siècles. Ce qui est quand même... c'est-à-dire mais c'est un très bon exemple, oui. C'est-à-dire c'est un objet qu'un homme a fait quelque part, dont il a... Enfin, c'est l'histoire officielle, hein, moi j'en sais rien du tout. Dont il n'aurait pas vu la portée, il voulait faire un truc joli, et puis il a pas imaginé... pour moi c'est moins général que des probabilités ou la théorie atomique ou je sais pas quoi... C'est pas... bon, je ne sais pas si vous avez d'autres exemples, peut-être. Comment on fait pour revenir en arrière d'une civilisation à l'autre et perdre des connaissances qu'on avait? Deux exemples très simples. Le premier est l'édit de Théodose, en 392, je crois. Théodose, empereur très chrétien, qui décrète que forcément tout le savoir des païens, n'étant pas basé sur le christianisme, est à proscrire. Tout le savoir? Ah oui, absolument. Tout ce qui vient les païens ne peuvent pas savoir plus que les chrétiens, par définition. Moi, je n'y crois pas. Il fait donc brûler la bibliothèque d'Alexandrie et il interdit la lecture des hiéroglyphes. C'est à ce moment-là qu'on perd la lecture des hiéroglyphes et tout le savoir égyptien précédent. Il faudra attendre Champollion pour réussir à les redéchiffrer. Oui, il y a encore des conditions qui sont contestées, disons pas de contester, mais disons que ces exemples-là me semblent tout à fait... Autre exemple très simple... Il n'y a pas qu'Alexandrie, ils ont dû brûler tous les livres, tous les savoirs... À l'époque, il n'y a pas d'une bibliothèque municipale dans chaque ville. Il ne faut pas non plus... je pense quand même qu'il y a des sources de savoir divers, plus divers que ça, et pour tout étouffer... Je sais. Vous savez qu'une très grande partie des textes grecs et latins nous sont parvenus par des traductions arabes. Elles ont été traduites en arabe et revenues après chez nous, tout simplement parce que, comme ces textes n'étaient pas en adéquation avec le christianisme, ils ont été victimes d'autodafé, détruits, de façon justement à délibérément essayer de se débarrasser de ce savoir parce qu'il était d'origine
non Oui, chrétienne. d'origine non chrétienne. Oui. Un païen ne peut pas savoir plus qu'un chrétien par définition. C'est la doctrine au départ. Oui. C'est ce qu'on dit de l'obscurantisme catholique. Oui, en on l'a effet. aussi attribué à l'islam quand on a dit que, ou bien c'est une chose qui est conforme pour le noble Coran, que c'est conforme donc à la volonté de Dieu, et ce qui n'est pas dans le Coran, eh bien, est inutile. Mais Oui. personnellement, je vous dirais que, bon, je suis obligé de le dire, hein, je ne crois pas du tout en ces événements historiques. D'autant pourquoi que quand j'ai Pourquoi c'est étudié... pas possible ça que Parce l'Église que ait fait on ça. ne peut pas. J'ai vu par exemple, je vous dirai pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. J'ai vu, je ne me souviens plus dans quel texte, mais je me rappelle encore avoir traduit le terme de Brahman, donc du grec en français. Je ne sais pas si c'est un texte de Plotin ou. Mais je me rappelle très bien d'avoir traduit dans un texte de Budé, et je me suis dit, bon, c'est vrai, donc, puisqu'on voit le mot de Brahman, je crois que c'est Brahmano, je crois qu'il y a un qui en grec. Donc nous avions en effet ce qu'on m'enseignait des textes sanscrits, par exemple dans le monde grec, le monde alexandrin, nous avons tout cela. Bien, oui, et que ceci a disparu par le feu. Bon, je dois dire que ceci permettrait d'expliquer, par exemple, pourquoi on n'a plus ces textes, par exemple, les textes d'Épicure, disons, faisaient, dit-on, je crois, 15 ouvrages, hein, par là. Non, c'est une certaine dizaine d'ouvrages d'Épicure. Et qu'on a d'Épicure que des fragments. On a dit que Héraclite avait à peu près une dizaine d'ouvrages. Je crois même que c'est à peu près 20 ou 30. Hein. Enfin, c'est une dizaine d'ouvrages, de livres. On n'a que quelques fragments. Oui. Bon, on a réussi à conserver les œuvres de Platon, lequel, dit-on, s'est relu. Et il n'y a qu'un vide chez Platon. C'est quand il raconte l'histoire du monde. D'accord. Et qu'à un moment donné, il dit, et pour expliquer ces mystères, je crois à peu près cela, Zeus dit, on n'a pas la réponse de Zeus. Pour moi, il s'agit d'un mot d'esprit, enfin, d'une manière spirituelle, disons, de laisser le lecteur sur sa faim. Bon. C'est le seul vide, disons, qu'on a chez Platon. Nous avons d'Aristote, vous savez, on n'a pas de texte proprement dit, on a des cours d'élèves. Et quand j'ai parlé de Sigonius tout à l'heure, je crois qu'on lui a attribué la rhétorique d'Aristote. La rhétorique d'Aristote me semble, écoutez, je dis, autrefois je le pensais, je n'osais pas le dire, maintenant, bon, je me permets de dire, je crois que c'est un texte qui n'est pas d'Aristote, je pense que c'est un texte qui n'a pas le ton d'Aristote. Ah, un problème stylistique. Oui, stylistique. Mais pour revenir sur Platon, on peut dire qu'ils ont été quand même conservés à Byzance. Puisqu'il a fallu conserver à Byzance, quand même. On peut dire qu'ils ont tous été détruits. La preuve qu'il y avait quand même des textes ailleurs. On peut penser qu'il y avait des textes ailleurs qu'à Alexandrie. Bon. Mais quand vous lisez attentivement l'histoire qu'on nous dit de l'Empire byzantin, vous apprenez qu'un jour à Constantinople, je crois que c'est 1200, écoutez, c'était au XIIIe siècle, je vais dire quelque chose, peut-être c'est 1280, que tout a brûlé. Que la bibliothèque entièrement brûlée, rien resté. Alors si vous ajoutez ce qui brûle à Alexandrie, oui. Et ce qui brûle à Constantinople, à Byzance, vous avez donc deux je vais rester sérieux, vous avez deux crémas. Enfin, vous avez des crémas au sens des cathares, vous avez deux crémas, créma 1 et créma 2. Bon. Oui, vous suivez. Je vous suis. Donc il ne reste rien. Bon. On est obligé d'y croire, bien sûr, parce qu'on nous dit qu'il faut y croire. Oui. Bon. Moi, je veux bien y croire. Mais disons que le fait qu'il ne reste rien, qu'il ne reste que des œuvres de Platon, bon, j'ai trouvé que c'était quand même, disons, étonnant. Bon, je ne dis pas que ça prouve que Platon ait existé simplement à l'époque moderne. Bon, je sais bien, par exemple, je vais donner un exemple récentiste sur Platon. Vous savez que dans Platon, je me rappelle, je l'avais au programme, je crois que c'est le livre 10 des lois, ou livre 3. Je crois que c'est 3 ou 10, mais je crois que c'est le livre 10 des lois, un livre que Bossuet avait commenté. Bon, vous avez une allusion aux 300 Spartiates de Léonidas, qui se battent contre les Perses. Il y avait un film américain, d'ailleurs, que j'avais commenté en Iran là-dessus, bon, qui évidemment n'est pas très fidèle. Enfin, disons, on montre un très méchant, en plus on le peut dire homosexuel, etc., un très méchant Xerxès, voyez-vous, contre de vaillants Spartiates.
Bon, il se trouve, mais là c'est eux qui parlent, ce n'est pas moi qui parle, que on dit maintenant, c'est Eugène Gabovitch qui a dit ça, qui était un Israélite russe, qui était germano-russe, comme beaucoup d'Israélites, qui a dit qui a affirmé après Fomenko que les 300 Spartiates de Léonidas, c'est Léonidas, en réalité, c'est eux qui parlent, ce n'est pas moi. Hein. C'est Jean de la Roche, un champenois, qui est, je crois, au XIIIe siècle, XIVe siècle, s'est battu contre des Turcs, des Bulgares, etc. Bon. Alors ça signifierait donc que, en réalité, si Platon, comme on dit, est au XVe siècle, c'est le cas de Fomenko, oui. Ça veut dire, on pourrait donc dire que ceci est un argument additif. Mais pour moi, disons, on ne peut pas aller jusque-là. On n'est pas obligé d'aller jusque-là. Mais je suis très étonné de voir que nous n'avons véritablement comme texte de philosophie qui soit vraiment profond, qui soit vraiment dans toutes ses nuances conservé intact que Platon. Lequel Platon, je le permets de dire, hein, n'est pas polythéiste, mais monothéiste. Oui, bah justement, j'allais vous en parler, c'est que je cherche depuis 3 minutes, même plus que ça. Alors, vous allez plus vite que moi. Sur le polythéisme, monothéisme de Platon, on va en parler 2 secondes. Juste sur le fait que, apparemment, vous avez, je n'ai pas entendu d'argument selon quoi l'Église n'aurait pas pu avoir cette attitude obscurantiste. Mais ce qui vous choque dans cette version, c'est qu'un auteur en ait réchappé miraculeusement. Est-ce que j'ai bien oui, c'est à peu près. Bon, on va rester là-dessus. D'accord. On va continuer. Nous allons donner la parole à Monsieur Maupin à ce sujet. Alors je vais commencer par finir ce que je disais tout à l'heure. Autre exemple de comment on perd du savoir. La grande peste en Europe, les 2 tiers de la population disparaissent. Il ne faut pas oublier qu'on est une époque où tout le monde ne sait pas lire, tout le monde ne sait pas écrire. On n'a pas des cartes mémoire pour tout préserver dessus. Oui. Un lettré qui meurt, c'est une bibliothèque qui disparaît. D'accord. Donc toutes les catastrophes naturelles, la grande famine en Irlande au XIXe siècle, tout ce genre d'événements fait des pertes de connaissances énormes et irrémédiables parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont connues que d'un petit nombre de gens. La médecine, par exemple, à partir du moment où on rentre dans l'ère chrétienne, le corps devient sacré, on n'a plus le droit d'y toucher. Donc tout ce qui va être anatomie devient complètement tabou. Le premier à recommencer à disséquer des cadavres sera Ambroise Paré, c'est ce qu'on dit, qui va avoir des très gros problèmes. Ça fait plus de 1000 ans qu'on n'a pas disséqué de cadavres parce que c'était tabou, interdit. Oui, ça c'est un exemple connu. Ce sont des exemples quand même concrets. Maintenant, si j'ai bien compris ça pour moi, j'aurais plus l'intérêt entre guillemets, la raison religieuse n'a pas touché un corps qu'à empêcher la connaissance sur les mathématiques ou je sais pas quoi. Bon bref. Oui, allez, je vous laisse continuer. Ça peut se discuter, il y a beaucoup de... Enfin bon, bref. Toute la discussion sur les textes, la survivance ou non-survivance des textes, etc. Donc si je comprends bien quand même le point de vue récentiste, la plupart des textes antiques sont récents, faits par des faussaires prétendant que ce sont des anciens. Ils sont drôlement doués, ces faussaires, parce qu'ils ont même ajouté des trous dans les textes. Il nous manque des passages de Tite-Live, il nous manque des passages de Tacite. Il y a même des textes qu'on a que de façon très fragmentaire. Ils ont donc fabriqué des fragments de textes. Je trouve ça très fort. Non, ce n'est pas exactement. Pour la philosophie, en tout cas, je n'ai pas parlé de fragments dans Tite-Live. J'ai parlé des fragments dans Platon, parce qu'à mon avis, le seul fragment, le seul Luc, comment dire, le seul vide qu'on ait, le seul manque qu'on ait, c'est en réalité un manque, disons, qu'on peut très bien comprendre par le contexte. C'est-à-dire que... D'accord. Bon, ça, c'est tout. Mais ceci dit, on n'a pas de manque. On n'a pas... Il n'y a pas de manque dans Tite-Live, il appelle un livre 50 alors qu'il n'a pas de livre 40. Oui, si, mais on peut faire, mais ça, parce qu'on n'a pas retrouvé le livre, ou parce que c'est bien, moi je pense qu'on peut très bien faire des manques, ça évidemment. Volontairement ? Volontairement ou involontairement, parce qu'on a perdu telle chose. Il est donc possible de perdre des connaissances qu'on avait précédemment. Oui, en effet, mais ce n'est donc pas un progrès linéaire et inarrêtable. Mais pas sur une dimension aussi grande que l'Europe et que l'Afrique du Nord. Que l'Afrique du Nord et que l'Orient. Parce que c'est quand même extraordinaire de penser que, bien sûr, vous avez eu ces pertes, ces pestes en question dont vous parlez, qui ont ravagé l'Europe. Je crois savoir que c'est
à peu près, si je me trompe, de 1320, 1310 à 1400 et quelques. Non, c'est à peu près cela, cette période, non? C'est le XIVe siècle. Oui, enfin le plus gros dans les années 13. Alors, on dit que c'est une... on a dit que c'était... On a dit chez les récentistes, même à peu près chez beaucoup, qu'il s'agissait d'un phénomène qui avait été répété ou dupliqué, doublé, par la peste de Justinien. Vous voyez? Bon. D'accord. Voilà. Oui, il n'y a eu qu'une seule peste. Mais voyez, Il n'y a eu qu'une seule peste, c'est ça? qu'une seule peste. Mais je pense qu'il s'agit, enfin, je peux vous exprimer cette idée quand même que on a trouvé, je voulais dire une idée, mais il y a un fait qui me vient. Je crois que dans des excavations qu'on a faites, des fouilles qu'on a fait, à Londres, on a trouvé dans cette période-là des corps qui étaient des uns atteints, malades, et d'autres qui étaient sains. Vous voyez, c'est-à-dire groupés. Vous voyez, groupés comme dans des morts de masse. Oui. Et on a donc émis l'hypothèse, c'était l'hypothèse de Velikovsky et autres en Russie autrefois, c'était avant la guerre, dernière guerre, qu'il s'agissait d'un cataclysme plus important qu'on a traduit communément en peste. Bon, ça c'est ce qui est dit, hein, c'est pas... D'accord. Mais il est certain que comment dirais-je, on peut perdre en effet un savoir, mais je ne crois pas qu'on puisse régresser, c'est-à-dire qu'on puisse on peut toujours trouver, disons à partir d'une flamme, un redressement rapide. Oui, parce qu'à ce moment-là, si on avait tout perdu, on n'aurait plus rien. Mais quand on pense qu'on trouve des manuscrits dans on vous dit qu'ils sont dans des monastères, j'ai donné l'exemple de Saint-Gall en Suisse, qui ont été conservés, on a dit même qu'on avait conservé par exemple le texte de Thucydide, c'est imaginons qu'un savoir ait été conservé dans un livre à Saint-Gall, combien de gens à l'époque étaient capables de le lire et pouvaient tomber dessus par hasard? Oui, mais conservé dans un monastère où il y avait, dans un état extrêmement insalubre, etc., le manuscrit d'ailleurs n'aurait pas tenu. C'est-à-dire il a décrit l'état d'insalubrité du monastère à l'époque. Bon, je ne crois pas que un tel manuscrit aurait tenu pendant à peu près une dizaine de siècles, enfin mettons 15 siècles si l'on veut. Il y a toujours une curiosité. Il y a toujours, disons, quelque chose... Et puis il ne peut pas y avoir un seul exemplaire. Ce n'est pas possible que dans un empire romain, il n'y a qu'un seul exemplaire d'un écrit. C'est pas possible. Possible ou pas possible? Enfin, à mon avis, ça me semble impossible, mais c'est probable, si mais vous pour voulez. vous? Mais je ne le crois pas évident. C'est possible. Bien entendu que c'est c'est possible, mais c'est même tout à fait vraisemblable pour certains ouvrages. Il y en a qui étaient très largement, copiés et diffusés, d'autres qui n'existaient qu'à un très petit nombre d'exemplaires. Alors là, nous avons un seul exemplaire. Bon, oui. D'accord. Bon, évidemment, on peut toujours imaginer cela, bien sûr, mais... D'accord. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Ok. Oui. Et donc, je reviens 2 secondes en arrière sur la sauvegarde miraculeuse, entre guillemets, de Platon. C'est étonnant, c'est choquant ou pas? Non, c'est pas le seul à avoir... alors en philosophie, je ne sais pas, mais c'est pas le seul auteur ancien à nous être parvenu presque en intégralité. D'accord. Non, vous avez par exemple... On parle de... Et comment ils ont échappé aux flammes, aux auteurs de la fée D'une part, ils étaient relativement largement diffusés, et puis le hasard joue quand même un rôle non négligeable dans l'histoire. D'accord. Mais pourquoi... Vous disiez tout à l'heure, on a une chance sur 1 milliard, ça arrive par quand même... Mais pourquoi ne trouve-t-on pas de manuscrits de Platon, du grec de Platon, disons dans les périodes médiévales, par exemple, on ne peut pas exhiber un texte de cette période-là, alors que le seul texte de Platon qu'on a, c'est le Codex Vaticanus. Hein. Le Codex Vaticanus est un texte quand même, je crois, du XVe siècle. Pourquoi ne trouve-t-on aucun manuscrit original de l'Ancien ou du Nouveau Testament? Oui, parce qu'ils sont récents. Voilà la réponse. non, je vous taquine. Mais même s'ils sont récents, on n'a quand même pas l'original. Même s'il n'a que 10 ans, on n'a pas l'original. Oui, c'est vrai. Il y a des originaux qui se perdent. Alors là, il y a, bien sûr, là je ne peux pas aller parce que c'est un peu délicat. Mais je peux dire l'opinion de Fomenko, par exemple, sur le Noble Coran, je peux le dire. Hein. Il dit qu'on trouve, vous savez, bien sûr, il y a des manuscrits découverts à Sanaa, au Yémen, qui sont examinés par un professeur de Lassar,
Parce que les Allemands vont conclure. Mais vous avez, on dit, tous les manuscrits qu'on a du Coran n'ont absolument aucune contradiction entre eux. Alors on met ça sur le compte miraculeux. En réalité, dit Fomenko, l'ouvrage a été imprimé avant d'être en manuscrit. C'est-à-dire que les gens ont recopié un manuscrit. Et il dit que ceci a été... Attention, parce qu'il n'y a aucune faute. Aucune faute. Et moi, je dirais même qu'il a été photocopié avant d'être imprimé. Oui, mais ça impliquerait des interventions de force encore supérieures. Et que l'impression a été faite, je crois, en Europe, et si je me trompe, en Corse. Oui. Ouais. Très bien. Est-ce qu'on peut passer... Je vous dis l'opinion. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut pas... Mais vraiment rapidement, parce que c'est un petit point, mais quand même, ça se répète. Donc sur le polythéisme ou le monothéisme de Platon, n'est-ce pas donc, pour moi, le polythéisme antique est une fable. Voilà, pour résumer, on vous dit, vos contradicteurs vous disent, ah non, Platon, il était polythéiste, donc il ne pouvait pas être apparu récemment. Vous dites non, il parle de Dieu au singulier. Il parle de Dieu au singulier tout le temps. Donc j'ai trouvé une phrase... Il parle tout le temps, il parle, oui, je dis tout le temps. Et dans le Timée, il parle de Dieu au singulier, dans la République, dans les lois, oui, bien sûr. D'accord. J'ai trouvé une phrase de Platon, par exemple, il y a sûrement plein d'autres. L'homme tempérant s'acquitte de ses devoirs envers les dieux. Oui, bien sûr, Alors, parce que les dieux, c'est la forme divine manifestée. De même, c'est ce que le christianisme a marqué en disant Jésus est Dieu, c'est Dieu manifesté. Oui. Le pluriel, il y a quoi à mais voir ce que Platon appelle le Dieu, qui est marqué dans Aristote aussi, c'est le non manifesté. Bon, Platon, Aristote. Je n'ai pas compris le pluriel. Les dieux. Les dieux, tout ce qui est manifestation, vie et sensibilité, tout ce qui est manifestation, Rodolphe, et sensibilité, est toujours dans le domaine du multiple. C'est la phrase d'Aristote, écoutez, que chacun connaît, les temps, excusez de vous rappeler de mauvais souvenirs, les temps se dit de plusieurs façons. Toon, pollakos, les guétailles. C'est-à-dire que quand vous parlez de quelque chose, vous en parlez, comme vous en parlez dans l'espace et dans le temps, vous en parlez dans du divisible. Et quelqu'un qui vous dit j'ai parlé avec Dieu ou Dieu m'a dit ceci, c'est une imposture, évidemment, puisque par définition, Dieu n'est pas dans le manifesté, mais dans le non manifesté. C'est pour ça que même dans le Coran, on dit justement qu'il a parlé par l'intermédiaire de l'ange au prophète. Oui. Mais il n'y a pas directement une manifestation. Je peux dire quelque chose, même dans le christianisme, vous avez un texte de Saint Justin, qu'on appelle Justin le martyr en grec, bon, que les récentistes considèrent comme étant un texte moderne. Enfin, il dit qu'il y a une dispute avec le judaïsme. Il dit, vous les juifs, vous dites que Dieu s'est manifesté par la flamme sur le mont Sinaï, que Dieu vous a parlé par une flamme. Non, il dit, Dieu, dans la manifestation, ce n'est pas lui qui a parlé, c'est son Fils qui a parlé. C'est-à-dire, celui qui se manifeste et par là même veut sortir de la manifestation, autrement il n'est plus Dieu. Et ça veut dire, par exemple... C'est le Dieu et l'invisible, donc ça ne peut pas être visible. Pour parler simplement, ça pourrait être, par exemple, il y a Dieu en haut, Jésus-Christ en bas, ou je ne sais pas qui. Oui, donc ça fait deux dieux, c'est ça? Oui, voilà. Alors c'est pour ça qu'on dit qu'il y a deux dieux. Mais vous avez, la formule d'Aristote est très simple, le premier moteur immobile. Vous ne pouvez pas comprendre dans le visible un premier moteur immobile. Un moteur n'est pas immobile. Je pense que mais disons, si c'est dans ce sont les manifestations. Dans le non manifesté, oui, parce que vous avez ça, en particulier, c'est un des thèmes les plus connus du bouddhisme et surtout des Japonais. Alors, dans le zen, c'est ça. D'accord, ce serait un sujet à étudier. Ouais. C'est pour ça que vous avez, je me permets d'ajouter quelque chose, c'est pour ça que vous avez une formule qui est reprise par Hegel. Il reprend une formule, je crois, qui est attribuée à Saint Jean, disant que si le Christ dit à ses disciples, si quelqu'un vient et vous dit « je suis ici, moi le Christ, je suis là », ne le croyez pas. C'est-à-dire, si vous voyez quelqu'un qui vit dans l'espace, c'est moi, ne le croyez pas. Oui. Et Hegel le dit en disant, en effet, l'esprit absolu ne peut pas se partager. Voilà, c'est tout. Très bien. Je dis ça, c'est pas du tout un sermon, mais c'est une explication. De ce polythéisme. Je ne sais pas si Platon était polythéiste, monothéiste, nestorien, maronite, copte ou autre chose, et j'ai un peu l'impression qu'on est complètement hors sujet. Je me permets d'en parler parce que c'est une critique qui est faite aux récentistes qui place Platon récemment. Donc voilà, si vous n'avez pas d'opinion à ce sujet, vous pouvez être polythéiste récent ou monothéiste ancien. Akhenaton était monothéiste au XVe siècle avant Jésus-Christ. Non, le christianisme tel qu'il est fait dans son esprit, contrairement à ce qu'on dit, comme l'islamisme, etc., n'est absolument pas en contradiction avec le platonisme. Au contraire, puisque tous les penseurs, j'ai donné l'exemple d'Avicenne tout à l'heure, mais tous les penseurs, Al-Farabi, etc., tous les penseurs
cite Platon. C'est pour ça que je le dis, il n'y a aucune attaque de Platon. Oui, Je oui. n'ai jamais lu une attaque chrétienne contre Platon. Si vous avez le cardinal Bessarion, je crois, non pas Bessarion, Bellarmin, qui était jésuite, vous connaissez Bellarmin. Bellarmin a dit qu'il valait mieux traiter Aristote que Platon. Par exemple, les jésuites donnent, comme dans leurs exercices, dans leur constitution, disent que notre philosophie, ils disent pas Saint Thomas, notre philosophie est celle d'Aristote. D'accord. Voilà. D'accord. En effet, puisque Donc, Platon était facteur d'hérésie, etc., puisqu'il y avait trop d'imagination. Donc Platon, selon vous, c'est un personnage de quel siècle, en vérité? Pour les Russes, c'est pas vrai. Pour les Russes, c'est un personnage d'accord. qui serait mort en 1450. 1450. Donc à Je cette crois époque, 1450, il y 1480. avait d'autres auteurs polythéistes. C'est ça que vous dites, en fait. Ah non, si on met Platon en 1450, là, effectivement, le problème devient un peu différent. Oui. Ben oui, évidemment. Mais le fait de savoir s'il était monothéiste ou polythéiste, je ne comprends pas très bien. Il ne faut Bon, pas c'est se pas grave. Donc mélanger. on peut passer à un autre point. Je pense veux qu'on y dire a que- suffisamment répondu. Oui, enfin, voilà, sur un... Bon, je peux répondre, je dirais en un mot, il n'y a pas de contradiction entre le polythéisme d'un côté et le monothéisme de l'autre, puisque le 1 est supérieur au multiple, c'est tout. Oui, on a compris conduit votre l'attelage du interprétation multiple. C'est dans le temps, d'ailleurs, polythéisme. c'est dans, je crois, La religion dans la limite de la sainte raison, de 1793, il donne très bien cette définition. Pour les Allemands, c'est très simple. Hein. Ok. Alors, Pour nous aussi. d'accord. Bon, on va encore continuer à accélérer. Donc là, on va peut-être passer très rapidement sur. Enfin, on va pas aborder maintenant ce sujet. On verra plus tard si on a le temps. Ça concerne la méthode de Fomenko, la méthode statistique, qui est assez technique. Ça peut être intéressant, ça peut être discuté, contesté aussi. Écoutez, Enfin, on va passer. Moi, je pense je la que- connais Oui. pas très bien. Juste sur les méthodes statistiques, elles ont en mathématiques leur mérite que je conteste pas une seule seconde. Mais si on gère notre vie en fonction statistique, faut pas sortir de chez soi parce qu'on a des chances de se faire écraser. Faut jamais jouer au loto parce que personne ne gagne. Statistiquement, on a plus de chances de perdre que de gagner. Oui. Donc les statistiques, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Ça ne régit pas l'histoire. Mais ça D'accord. Un devrait- événement extrêmement improbable peut se produire, éventuellement se répéter, rien ne l'empêche. Le fait que ce soit statistiquement improbable ou statistiquement probable Oui. ne veut absolument pas dire que c'est avéré ou non avéré. D'accord. C'était un Oui. petit peu pour ça que j'avais envie d'en parler. C'était pour entendre éventuellement C'était votre sur réponse la- à ce c'était sur la- sujet. oui, Vous réfutez l'utilisation des statistiques dans C'était sur la l'histoire. fréquence. On peut dire qu'un événement en science, qu'un événement a plus de chances de se produire ou de ne pas se produire. En histoire, non. Non, c'est- Les statistiques chez Fomenko En fait, ont pour vise à montrer l'identité de plusieurs événements. C'est-à-dire l'identité On l'a compris. de plusieurs. Voilà, c'est tout. Et alors, c'est en ce sens-là qu'il utilise les statistiques pour éliminer, disons, la différence. Oui, mais le problème, c'est la définition d'identité. Oui, c'est ça, je sais bien. Oui, c'est Moi, je bien. vous dis, avec ce même raisonnement, là, c'est la définition tous de tous les, l'identité. tous les 4 ans, il y a des primaires qui commencent au Massachusetts, un candidat désigné dans chaque parti, une élection. Ça ne veut pas dire qu'il y a Je eu me un souviens. seul président Ouais. américain. Oui, Bon, mais bref. moi, je reprends à ce que vous disiez. Vous savez que je ne joue pas uniquement pour des raisons statistiques. non, c'est vrai, pour des raisons statistiques, parce que je n'ai aucune chance de gagner. je fais comme vous. Hein Je Merci. pense que c'est un bon raisonnement. Je me souviens d'ailleurs d'un texte qui avait circulé sur Internet, sauf que je me souviens plus, c'était l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, dont il y avait énormément de points communs, et vraiment c'était très troublant, avec l'assassinat d'un autre président. Lincoln, Voilà, C'est Lincoln, tout à Lincoln, fait. Lincoln, oui, Tout à oui, fait. oui, Mais oui. c'est Et- parce qu'il n'y a eu qu'un seul président américain, donc il a été assassiné. Oui. Non, on Soyons va rester logiques. dans la version pour l'instant. Après, on verra si on Oui, oui. modifie complètement l'histoire définitivement. Pour l'instant, on reste dans celle-là. C'est vrai Donc, qu'il y ils a ont un existé rapport. tous les deux. Et il y a un vraiment rapport. énormément de points communs. Lincoln, le nom de la bagnole, mais plein de trucs, la secrétaire. Je sais, oui, j'ai Marilyn vu ça, Monroe, oui. plein de trucs. Et donc, effectivement, alors, c'est peut-être un cas un peu extrême. Je ne sais pas si on peut en trouver 2 ou 20 ou 50 ou 500 mais- comme ça dans l'histoire. Il- Mais il- peut-être qu'à partir de ces similitudes, on pourrait dire Non, que... mais ce n'est pas une série. C'est-à-dire, la série, pas une série, ça. je D'accord. dis C'est pas bien comme ça la que ça série, marche. c'est une suite, si vous préférez. C'est le même mot. Je parle d'une suite, c'est-à-dire qu'il y a véritablement plusieurs types d'événements. Mais ce sont en fait des événements comparés. C'est-à-dire, si vous prenez une suite de comparaisons, je ne dis pas deux comparaisons, c'est une suite de comparaisons. Oui. C'est à ce moment-là que l'on peut dire, par exemple, tel événement a duré 15 ans chez l'un, tel événement a duré 18 ans chez l'autre, D'accord. tel fait s'est produit. Alors, il fait une sorte d'abscisse d'ordonnée, et il dit, voilà, on peut dessiner une courbe de cette chose-là. Si vous avez deux ou trois courbes qui, sensiblement, s'identifient
à ce rapport entre abscisse et ordonnée, à ce moment-là, on peut dire qu'on a affaire au même. Si vous avez au contraire un écart, il s'agit là d'autre chose. Alors, moi ce que j'avais... On ne va pas durer trop longtemps là-dessus. Mais là il faudrait l'application. D'accord. On ne va pas durer trop longtemps là-dessus. Non. Donc, il avait considéré qu'il y avait une chance sur 1 milliard pour que ça se produise en prenant le même principe sur des personnages existants, avérés, etc. Que eux-mêmes reconnaissent, on va dire, derrière scientistes. Moi, il y a juste un truc qui m'avait un petit peu... interpellé là-dedans, c'est que c'était l'utilisation des pics. C'est pas la forme de la courbe en elle-même, c'est seulement les pics. Alors peut-être qu'en statistique, moi je connais pas en statistique, donc peut-être que c'est une méthode éprouvée. J'avais juste trouvé que comparer des courbes à partir seulement des pics, si la courbe ressemble vraiment... Voilà. Très bien, je vois encore l'image. J'ai encore l'image sous les yeux. Jusqu'à ce que j'ai plus d'éléments, j'avais trouvé ça un petit peu léger. Mais disons que c'est un essai. Et des courbes qui étaient comparées. Ce n'est pas une science historique, c'est-à-dire c'est une vraisemblance. Oui. Ces pics n'étaient même pas exactement au même endroit, c'est-à-dire qu'elles se ressemblaient, mais... Oui, mais n'étaient pas identiques, n'étaient pas réellement identiques. Ils étaient approchants. Et puis voilà. C'est juste ça qui m'avait... Disons que c'est, on dit ça en Hilfswissenschaft, c'est-à-dire c'est un élément auxiliaire de la science. Mais ce n'est pas du tout, disons, une déduction. Il ne fait pas de l'histoire à partir d'une déduction statistique. Je ne connais pas bien le nom de ce programme, mais je crois que c'est sur Canal+, un petit programme court assez amusant, où conspiration ou pas conspiration, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, où ils prennent justement tout un tas d'éléments comme ça pour comparer des choses qui n'ont rien à voir, et en prenant des choses qui se ressemblent, parce qu'on peut toujours arriver à trouver des choses qui se ressemblent, on arrive à démontrer tout et n'importe quoi. Oui, mais seulement, la démonstration là, se fait sur une longue durée. C'est pour ça que je répète toujours le terme de suite et de série. Il ne s'agit pas de quelque chose qui peut être d'un domaine du hasard. C'est-à-dire à ce moment-là, vous éliminez le hasard, vous dites, bon, ben, il s'agit vraiment on a recopié le même événement. Et disons que c'est, je dis encore Hilfswissenschaft, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui a été contesté chez lui. Hein. Bon, son professeur Postnikov l'avait encouragé. Et Postnikov a écrit d'ailleurs un livre en russe. S'il vous plaît. Pardon ? Abréger. Oui, a écrit un livre en russe en 2000, c'est-à-dire à la fin de sa vie, hein, sur justement l'inexistence de l'Antiquité. Donc, je veux dire, c'est quand même, ce n'est pas simplement une fantaisie propre de Fomenko, c'est vraiment un courant mathématique. Il n'est pas tout seul, on a bien compris, il y a beaucoup d'auteurs. Alors, si vous voulez bien, on va passer à quelque chose de très important, évidemment, hein, un petit peu la troisième partie de ce débat. C'était donc pourquoi l'histoire, la chronologie aurait été falsifiée et comment. Voilà. On peut se poser des questions. Oui. Donc je vous pose la question. Oui. Eh bien, tous les auteurs qui ont raccourci ces périodes ont, sauf Newton par exemple, bien sûr, ou des gens comme ça, mais à partir du XVIIe siècle, qu'on a présenté comme l'âge de la critique historique, parce que c'est vraiment un âge de précision, alors que le XVe, le XVIe siècle ne sont pas des périodes de précision. Vous avez, j'ai cité tout à l'heure notre compatriote, Polydore Auchard, de Bordeaux. Il cite un texte du père Ardouin, père breton, qui était donc bibliothécaire au collège Louis XIV, et qui dit que les auteurs au XVe, XVIe siècle donc ont il le dit en latin, une grande puissance d'imagination, magna fingendi facultas et libido. C'est le libido qui est important, c'est-à-dire signifie le désir. Alors, il y avait un désir de production, si vous voulez, au XVIe siècle, à la Renaissance. On a parlé de l'exubérance, etc. Bon, normalement, il y a un terme pour le dire Überschuss, quoi. Lebensüberschuss, une sorte d'exubérance, c'était le portrait même du condottiere, le portrait de l'homme assoiffé, etc. Un peu ce qui chez nous était, par exemple, Rabelais, tout ça, vous voyez, pour donner cet exemple. Et le XVIIe a été un siècle au contraire de rigueur et de critique. Ensuite, le XVIIIe, avec Voltaire, a été la continuation de cette critique qui était influencée par les jésuites. Vous savez, la critique allait si loin, je vous dis ça avant de répondre dans le fond, que par exemple, un homme comme, comment s'appelle-t-il là, mon Dieu, un des censeurs de Launois, qui s'appelait Jean de Launois, un des censeurs gallicans, mettait en cause même l'existence personnelle
de saint Thomas d'Aquin, un des censeurs officiels de l'Église. Et il disait que c'était un nom qui était donc distribué à... Enfin, qui était... D'accord. Qui Alors prenait, comment on a fait pour créer saint Thomas d'Aquin? Alors, Voilà. À l'échelle mondiale. Hein. Il s'agit simplement, disons, pas pour créer, mais disons que vous prenez plusieurs personnes... Oui, on a compris le principe. Le principe, comme Aristote. Oui, mais ça mérite d'être dit. Il faut le dire. Alors, pour le reste, le père Ardouin, lui, quand il a publié donc ses prolégomena, etc., où il a parlé ses prolégomènes pour la censure des anciens, en disant qu'une grande partie des anciens sont en fait modernes, que par exemple les pères de l'Église, c'est quand même un nom très important, oui, ça, la plupart des pères de l'Église, pour dire tous les pères de l'Église, sont du XIIIe, XIVe siècle, c'est ce que dit Ardouin, c'est un jésuite qui dit ça. Et il avait avec lui une école de jésuites. Une école, le nom vient de m'échapper, il y en a un que j'ai cité dans une conférence, un père qui commence par un G, je ne me rappelle plus. Bon. Alors, pourquoi, dit-il, y a-t-il eu création de faux pères de l'Église? Pourquoi y a-t-il eu une théologie comme, par exemple, je sais pas moi, les Victorins ou autres? Qu'on dise comment. Et pourquoi? Ah oui, attention. C'est-à-dire, il faut dire pourquoi. Comment? C'est très facile, vous écrivez, c'est tout. C'est-à-dire, il a dit lui-même, je me permets de vous répondre tout de suite, il a dit lui-même, bon, il faut vérifier, il a dit lui-même que les cisterciens, en premier, ça c'est très connu d'ailleurs dans l'Europe allemande, dans l'Europe germanique, l'accusation des cisterciens. Les cisterciens qui n'appartiennent, mais ça je crois que j'allais plus loin, les cisterciens en premier, ceux qui obéissent donc à la règle de Saint-Benoît, ont eux-mêmes, disons, fabriqué, il avait donné le nom de Archontus Severus, il disait qu'à la fin de sa vie, vous avez connu ceci, il donnerait, disons, des précisions. Bon, bien sûr, les précisions, il n'a pas pu les donner, puisque, évidemment, on a fait le ménage, quoi. C'était, bon, on ne l'a pas laissé mourir, hein, c'est évidemment très tard. Et il avait donc dit que c'était une œuvre concertée. Alors, pourquoi était-ce une œuvre concertée? Il disait c'était pour pouvoir donner, il donnait en particulier parmi... La chronologie? Oui, pourquoi ces œuvres-là avaient été considérées comme des œuvres anciennes et avaient été écrites par ces moines. Maintenant, c'était pour pouvoir miner la tradition ecclésiastique. Puisque dans la tradition ecclésiastique chrétienne et principalement catholique de l'époque, vous savez que la tradition n'est pas une tradition livresque, mais la tradition est essentiellement orale, puisque le Christ lui-même, Jésus-Christ, n'écrit rien. Jésus-Christ n'écrit pas un livre. Jésus-Christ porte un témoignage. Pourquoi? Parce que pour pouvoir recevoir le témoignage de Jésus, d'après la philosophie chrétienne, il faut soi-même être dans un état particulier. Ce n'est pas en lisant un livre que vous êtes dans un état particulier. Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est clair, ceci? Oui. Bon. C'est pour ça qu'il y avait, comme chez les anciens, comme dans Platon d'ailleurs, vous aviez l'enseignement écrit, et les enseignements qu'on appelait agrapha, c'est l'enseignement non écrit. Dans le lycée de Platon, il y avait un enseignement non écrit. C'est-à-dire pour ceux qui étaient arrivés à ce niveau-là. Alors, bien sûr, il mettait à part les évangiles, qu'il disait être écrits en latin. Les premiers évangiles. Maintenant, on s'accorde, je dis dans le monde ecclésiastique, à dire que c'est l'évangile de Saint Marc qui a d'abord été écrit à Rome en latin. Et là, on disait que c'était, soit erreur, on dit que c'est l'ensemble des évangiles, qu'ensuite il disait que ça avait été écrit en grec. Bon, je ne vais pas donner mon opinion, il est certain que le grec des évangiles est un mauvais grec. Bon. Et que le latin des évangiles est un meilleur latin. Ça, c'est mon opinion. Enfin bon, c'est une idée que j'ai pas depuis que je connais le récent, c'est une idée que j'ai depuis toujours. Quand on voit l'évangile de Saint Jean en latin, il est plus nerveux que l'évangile de Saint Jean en grec. Bon, c'est tout. D'accord. Oui. Alors, comment ils l'ont fait? Ils l'ont fait donc uniquement, il s'agit là d'une action, dit-il, concertée. Vous parlez des textes antiques. Oui, c'est-à-dire le fait de vouloir écrire des faux textes, c'est-à-dire d'inventer des textes et de les mettre dans une antiquité fabuleuse, c'est une antiquité arbitraire, si vous voulez, on décide d'un article, il disait, lui, Ardouin, que c'était une activité concertée. Alors il le mettait sur le compte des ennemis de l'Église, des ennemis de la foi. Par exemple, il donnait l'exemple de Saint-Augustin, qui disait du XIIIe siècle, il disait que la doctrine de la grâce et du déterminisme dans Saint-Augustin, c'est ce qui permet aujourd'hui aux adversaires jansénistes, à nos adversaires jansénistes et luthériens et calvinistes, de dire qu'il y a une prédestination. Vous voyez, c'est ça. C'était qui? C'était les bénédictins? C'était qui? Les bénédictins qui ont écrit ces textes? Oui, ils disaient que c'était dans des académies de bénédictins Et donc eux, ils s'étaient opposés des bénédictins qui ils disaient qu'il y avait à l'intérieur de l'Église un complot, si vous voulez, un complot pour pouvoir renverser l'Église, et que le but, le fruit
de ces écrits avait été la naissance des hérésies, car les hérésies elles-mêmes se fondaient sur... C'est clair comme chose. Là, vous parlez de l'écriture. Vous avez peut-être des choses à dire? Oui, je suis je vous donner l'explication. Je vous donne l'explication. C'est très bien. Voilà. Extrêmement surpris de découvrir que, par exemple, la dynastie des Tang, dont on aura beaucoup parlé aujourd'hui, invente des dynasties qui l'ont précédée pour inventer une création de la muraille de Chine 9 siècles avant, pour lutter contre l'Église catholique apostolique et romaine. Non, mais attention, je vous interromps. Non, je suis obligé d'interrompre. Je vous parle, moi, de ce que dit... Pas moi, c'est moi qui parle. Je vous parle de ce que dit le père Hardouin au XVIIe siècle. Oui, mais je crois que c'est à vous qu'on a posé la question. Non. Hardouin. Non, c'est sur Hardouin. Non, il a posé... J'ai donné l'exemple d'Hardouin. Hardouin ne s'occupe pas des Tang, ni de la muraille de Chine. Hardouin s'occupe... Là, voilà. J'ai demandé... Là, on passe à la chronologie. La question, c'était comment et pourquoi. Vous avez répondu sur les textes latins seulement. Mais oui, j'ai donné un exemple technique du comment. Le comment, c'est une rédaction. Mais juste pour l'évangile à latin, ce genre de choses, ça vous interpelle? Ça, c'est une chose. Voilà, mais ça, admettons. Non, mais vous en foutez. Non, mais c'est pas... Je plaisante en disant ça, mais je veux dire, ça vous dérange pas que... Non, mais je m'excuse encore de dire, non, c'est pas que ce soit clair. Laissons-les répondre. Non, mais je voudrais que ce soit clair avant. C'est-à-dire qu'on m'a demandé comment et pourquoi. Alors, le comment, c'est donc ce qu'explique Hardouin, et le pourquoi, il a dit, ceux-ci ont fait... C'est-à-dire ceux qui ont créé ou ils ont rédigé ces textes-là avaient une intention mauvaise. D'accord. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'il s'agissait il faisait un procès d'intention, si vous voulez. D'accord. On va laisser répondre, monsieur Maupin. Sur l'évangile en latin. Non, ça, c'est un autre problème. Je dirais que c'est périphérique. C'est pas tellement la question. Admettons pour que le père Hardouin ait raison, que ce soit un complot bénédictin pour déstabiliser l'Église, admettons. Ça ne m'explique toujours pas pourquoi les Tang s'inventent des dynasties précédentes. Non, mais les Tang n'ont rien à voir dans cette affaire. Là, on est passé à un autre étape. Est-ce que le récentisme concerne uniquement la chronologie en France? Non, normalement, oui. Voilà, alors c'est ça la question. On m'a demandé, mais j'ai répondu à la question technique. Alors, maintenant... La question en logique, on dit c'est la compréhension... Enfin, là, vous avez répondu sur les textes latins, mais il n'y a pas que les textes latins, c'est des siècles qui ont été ajoutés. Une chronologie qui a été écrite par Scaligère. Oui, alors ça, oui. Bon, ça, c'est le comment. Comment on a fait pour la répondre, la faire avaler? Scaligère a fait donc le démentionné temporum, enfin tout ça. Bien, il a effectivement introduit, à partir de 1582, je crois, une chronologie. Bon, il s'agissait, vous savez, de corriger au départ par le pape le calendrier julien, tout ça. Bon, alors, en corrigeant le calendrier julien, on aboutissait à des dates qui étaient, bon, disons, qui ne s'accordaient pas, mais ça, c'est à partir de là qu'on a expliqué, que Herbert Illich explique justement le fait que les 6e et du 7e au 9e siècle, nous avons un vide. Bon. C'est-à-dire que la chronologie de Scaligère ne répond pas exactement, laisse un trou par rapport au calendrier julien. Bon, ça c'est un sentiment de M. Maupin sur ce... Là, moi je continue à rester sur l'idée que l'histoire s'arrête pas dans certains pays pour continuer dans d'autres. D'accord, on va en parler après. Ni les musulmans, ni les Chinois, on va en parler. Le calendrier, c'est quoi? Le changement de calendrier, vous dites ça a fait 2 siècles de trou, c'est ça? Permettez-moi de dire que la question que l'on traite, c'est la question des motivations et du comment. Alors le comment, il s'agit simplement... Attendez, une chose à la fois. Les 2 siècles, en changeant de calendrier, ça provoque un trou de 2 siècles dans l'histoire? Non, ça provoque un trou d'un mois, c'est pour ça que la fameuse révolution d'octobre a lieu en novembre. Oui, mais ça, oui. Voilà, c'est la différence entre le calendrier julien et le calendrier grégorien. Pourquoi c'est un mois, c'est pas 2 ans. Ça, si la démonstration est faite, disons, ça c'est vrai que la plupart des auteurs récentistes parlent, disons, de la difficulté d'adjoindre l'un à l'autre. Bon, ça c'est technique, si vous voulez. Mais je reviens à la question du comment et du pourquoi. C'est-à-dire qu'on parle, en fait, de la manière, entre la manière d'agir et l'intention d'agir, il y a quand même une corrélation. Donc là, vous n'avez pas dit les 2 siècles, pourquoi on dit qu'il y a un trou à cause des calendriers? On dit qu'il y a un trou parce que, quand vous avez, la chose est arithmétique, c'est-à-dire que si vous faites une correction, par exemple, de 10 jours, et que vous répétiez cette correction de 10 jours pendant les temps écoulés, disons pendant les siècles écoulés, vous aboutissez à une date. Mais c'est pas 10 jours par an. Si, c'est 10 jours à la fin. À la fin, ça fait 10 jours d'écart à cause des cycles, mais au début, c'est moins. Et ça se voit pas. C'est pas ça. On a pu donner à partir de 10 jours par an.
Jusqu'à César. César rectifie le Oui, calendrier. César a justement rectifié le pour éviter ces calendrier problèmes-là. pour éviter ces problèmes. À Donc, partir ce du calendrier calcul- julien, ce problème-là ne se pose plus. Oui, le problème ne se pose plus à partir du calendrier, mais là, on a même mis en cause, disons, le calendrier julien. Bon, ça, c'est un ajout, et Illig ici le met en cause. Disons qu'ils se sont trouvés devant une période de temps qui n'était pas, comment vous dire, qui n'arrivait pas à juxtaposer, à fondre. Hein. Bon. Parce que si on passait de 10 à 11, 12, 13, ça ne faisait qu'accroître encore le plus. Alors, il y a eu une dispute, bon, certains ont dit que on pouvait quand même corriger cela, mais en fait, à mon avis, la question n'est pas si importante, parce que cela implique qu'il y a eu, à l'époque, un calendrier julien, voyez ? Et que ce calendrier julien, bien sûr, bon, ça aurait été fait par l'empereur en question, tout ça. Oui. Bon, ça Parce que paraît je parle de calcul l'empereur, mathématique je parle pas à de fouiller César, quand même. Je ne parle pas de César. Hein. Donc, au début, je parle des années de 365, je crois à peu Forcément, près, César n'a pas existé. du 4e. Non, mais sérieusement, je parle du calendrier de Julien, de l'empereur Julien, pas de César. Hein. Bon, alors, ces 2 siècles, ce serait Oui. 10 jours, Pas de plus César. 10 jours, plus 10 jours, plus à la fin, ça fait Et 2 siècles. après, ça ferait ça marche ou une- ça marche pas? Non, Parce que- Parce que César réforme le calendrier Oui. romain avait un décalage assez sérieux, effectivement, Oui. parce qu'il y avait ce qu'il appelait un mois intercalaire. D'accord. Et Oui, le c'est grand ça. pontife décidait si ce mois intercalaire c'était 2 jours ou 3 semaines Mais ou 6 c'est-à-dire mois. que je veux dire que Donc, quand on avait un calendrier, Non, mais je me toutes suis les alors années pas ne se exprimé. ressemblaient pas. Attendez, Et il donc faut pour qu'il réponde. calculer la chronologie avant l'an 46, c'est le gros bazar parce qu'il y a des années plus longues que d'autres en fonction de la longueur des mois intercalaires. Donc effectivement, Ouais. à partir de 46 Ouais, avant c'est Jésus-Christ, il faut refaire des corrélations pour essayer de Oui, revoir ça, c'est quand on le à voit. quelle année ça correspond Oui. dans notre calendrier Mais- à nous. À partir de César, tout ça est normalisé. Ok. Oui. Il y a juste un changement au calendrier grégorien en Occident, alors que le julien était conservé en Russie. Était conservé en d'ailleurs. Russie, oui. Tout simplement pour des raisons. Et ça fait 20 jours. Mais quand Pour des on, raisons- mais sur quand plus- on sur veut pour des raisons rectifier- purement religieuses, parce qu'on a Oui, un mais- pape Grégoire qui veut se différencier des orthodoxes et point final. D'accord. Oui, Et la mais quand différence on est de veut- 20 oui, mais jours ce n'est pas sur cela plusieurs que j'ai siècles, dit. Il y a et pas aucune- de 10 jours par an. Oui, absolument. Ce n'est pas cela que j'ai Non, dit, la c'est-à-dire que différence, quand c'est on- que tester le calendrier julien. quand on a voulu rectifier par le pape, disons, la date je crois, de la fête de Pâques, on a été amené, disons, à faire une correction, et cette correction n'a pas amené justement à l'an 1, disons, de la naissance de Jésus, mais a amené à l'an 360, etc. Et oui, enfin, c'est-à-dire que D'accord. Donc vous un parlez- trou. Il va donc, il y a falloir un qu'on trou. accélère. Et c'est ce trou-là, justement, qui a été, D'accord. Alors, qui a été, disons, bon, qui est observé, qui a été relevé, si vous voulez, par les récentistes. Et c'est à partir de là qu'on a parlé, justement, de siècles fantômes à remplir. ça fait déjà 2 siècles. Bon, sinon, il y a Scaliger qui donc Mais a... Scaliger, lui, a Oui. donné cette date, enfin, on dit que c'est le père Petot qui a donné cette date après lui, ou en même temps, ou dans le siècle après, ou une génération après, et on a décidé, disons arbitrairement, bien sûr, de fixer une date de la naissance du Christ, donc à l'an 1, qui a ensuite été contestée, bien sûr, un peu où on dit que non, ça pourrait être, je crois dans Petot, je crois que c'est lui, Pétavius, ça pourrait être 300 ou 5e siècle, ou 395, etc. Pas 5 ans, on a dit 2 siècles après. Mais ceci, bon, ne m'intéresse moins. Mais c'est une dispute, disons, qui, en réalité, bon, c'est une dispute qui s'arrête lorsque, si on met, évidemment, d'abord, si on met la naissance du Christ plus tard, comme le fait Fomenko, et puis elle s'arrête si, évidemment, la personne du Christ, telle qu'elle est présentée dans les évangiles, ça c'est la thèse de Camérer, disons, ne repose pas sur une date précisable. C'est-à-dire qu'il dit que dans le livre sur les origines du christianisme primitif, hein, oui, D'accord. vous avez, disons, des manuscrits qu'on nous présente et qui prenaient pour acquis, ne remontent pas au-delà du 8e siècle. Donc, D'accord. Alors, il y a quand même une brume. D'accord. Alors, qu'aurait fait Scaliger? Scaliger, Qui a ajouté les siècles Scaliger n'a pas ajouté dans la des chronologie? siècles. Non, c'est pas ça. C'est pas ajouter des siècles, c'est qu'il a distribué le temps avant et après Jésus-Christ pour arriver à, atteindre 5000 ans avant Jésus-Christ, arriver à placer, car c'est lui qui a placé les empires babyloniens, c'est-à-dire qu'il a voulu suivre ce que la Bible écrivait.
Voyez-vous, et en fait, on peut dire que la chronologie que nous connaissons est une chronologie qui cherche à ne pas être en contradiction avec la production biblique. Ah bon? Ah, c'est ça c'est l'idée. C'est tout. C'est tout, oui, c'est ça. bon. Oui, un commentaire? Oui. Bah, allez-y. Oui, je crois que aucun historien aujourd'hui ne croit que la chronologie biblique n'est fiable. Bien sûr, c'est pour ça que la chronologie scaligérienne elle-même est attaquée. Et oui. Elle est attaquée justement par des... J'ai parlé tout à l'heure d'auteurs, je parlais d'auteurs anglais, je lisais ça il y a quelques jours, qui... ils disent, nous nous heurtons, quand nous voulons préciser des dates en Égypte, c'était l'exemple question, à une réticence de la part de l'administration parce que nous quittons, nous abandonnons, disait, ce qui avait été donc... Et puis rien. Et donc en Égypte, pays musulman, ils sont gênés quand on s'éloigne de... Non, je ne parle pas des autorités, je parle des autorités archéologiques anglaises, c'est-à-dire de ceux qui sont formés au temps biblique. Ceux qui sont formés à l'échelle du temps biblique. Et c'est parce que si à tout prix on a voulu donner telle ou telle importance, par exemple à Babylone, telle ou telle importance même aux Sumériens, c'est justement parce qu'il fallait, chercher, trouver un répondant à ce qu'on apprenait dans la chronologie biblique. Ça ne veut pas dire que c'est la chronologie biblique qui a donné le ton, mais on a voulu tenir compte de ce ton, tenir compte de ce cadre officiel, ou officiel ou sacré.